Beyrouth n'est pas simplement une ville, c'est une mémoire vivante, un territoire d'art, de transmission et de familles qui ont façonné sa beauté à travers les générations. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme issu d'une lignée qui, depuis 1862, participe à l'histoire culturelle de cette ville. Architecte, marchand d'art et héritier de la maison Tarazi, Camille Tarazi. Bonjour. Bonjour Elie, comment vas-tu? Ça va très bien. Camille, qu'est-ce que cela signifie pour vous d'appartenir à la famille Tarazi, aujourd'hui à sa 5e génération quand même, dont l'histoire remonte à 1862? Appartenir à la famille Taradi n'est pas chose aisée, Évidemment. surtout que quand il y a 5 générations qui poursuivent le même savoir-faire et en même temps essayer de se renouveler, de s'adapter à la demande de la clientèle, au goût du jour et ainsi de suite, sans entrer dans le côté trop ancien, mais sans les oublier aussi. Donc il faut être un tampon entre le passé, le présent et le futur. Vous avez grandi au cœur de la maison Tarazi, entouré d'œuvres, de mobilier et de fragments d'histoire. En quoi cet univers en particulier a-t-il façonné votre regard et votre sensibilité? Le fait que je sois issu d'une famille où mes parents, des deux côtés, étaient collectionneurs d'art et tout ça, c'était chose naturelle que je voyais tous ces objets depuis mon enfance, que ce soit les paravents, les boiseries, les objets d'art et tout. Et donc, j'ai été beaucoup plus sensible à reconnaître certaines pièces des autres Hmm. dans le style ottoman, turc, marocain, ainsi de suite, ou liban ou syrien. Et donc, c'est devenu quelque chose de naturel en moi. Euh, et en même temps, c'est toujours une source de curiosité parce que Ouais, en tout cas, ouais, c'est un style très très particulier. C'est un amalgame de, de. de différentes cultures Tout à fait. orientales qui vont du Maghreb jusqu'au Levant, jusqu'au parfois la Perse, avec le papier Oui. mâché ou avec différents styles. Donc l'œil s'adapte naturellement dans ce contexte. Et c'est ça qui m'a facilité un peu de reconnaître certains objets des autres Oui. objets, et ainsi de suite. Revenons un tout petit peu à votre jeunesse. Très jeune, aviez-vous conscience de porter la responsabilité de cet héritage ou ce chemin s'est-il imposé à vous naturellement, disons, avec le temps? En fait, tout jeune, j'allais avec mon grand-père ou mon père dans les chantiers quand je n'avais pas école, bien sûr, ou durant les vacances, il m'arrivait de les accompagner chez les artisans, chez les clients et Ouais. tout. Donc j'ai des vagues souvenirs, mais c'était pas pour que je sois initié à ça, pas du tout. C'est vraiment par hasard, lorsque j'ai eu 21 ans. Pendant que mon père était en train de s'occuper de la restauration de la résidence des Pins, le déclic s'est fait à partir de cette date-là, dont j'expliquerai un peu plus tard comment ça s'est passé. Et existe-t-il un souvenir particulier, un instant précis de votre enfance où vous avez compris que cette histoire faisait désormais partie de vous? Alors, pas vraiment en fin de compte, c'est vraiment par bribes. Oui. C'est en écoutant les histoires que mon grand-père me racontait sur sa vie, comment il a commencé sa jeunesse à travers cet art oriental. Lui qui voulait faire médecine et puis les circonstances ont fait à ce qu'il soit lui-même la troisième génération assurer la relève. Donc, c'est plutôt des petites histoires que j'ai pu connaître à travers mon grand-père, mon père et même mes grands-parents maternels qui étaient clients chez eux. Donc, j'avais des petites anecdotes en quelque sorte Hmm. qu'on me racontait. Et j'en ai une, si ça peut vous amuser. Mon grand-père maternel étant un ami de mon grand-père paternel, à la naissance de ma mère, il reçoit un cadeau un berceau en marqueterie de nacre, de bois, et que ma mère reçoit, elle dort dans ce couffin, et puis par la suite, c'est toutes les générations. Mais il n'y avait pas de mariage en vue à cette Ouais. époque-là, mais juste pour raconter, il y a mille et une anecdotes de ce genre. Camille, vous avez choisi d'étudier l'architecture à l'Alba. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cet art de concevoir l'espace et le temps? Alors l'Alba aussi, c'était un parcours
pas dû au hasard, mais j'étais intéressé par tout ce qui est architecture navale, tout ce qui est avoir le maximum dans le minimum d'espace. Et bon, le choix s'est imposé naturellement à faire l'architecture à l'Alba. Et puis par la suite, le parcours a changé aussi. Mais l'Alba a été assez formateur par rapport à toutes les disciplines que j'ai pu découvrir quand j'étais en classe préparatoire, parce que j'avais découvert des disciplines que je connaissais vaguement à Oui. travers les artistes et les artisans que je côtoyais par par plaisir avec mon Mm. père ou mon grand-père. Et après, je me suis attelé un peu plus à la tâche de voir les détails Mm. et être plus critique par rapport à certaines finitions, à certains savoir-faire à travers l'architecture, ou plutôt à travers les études d'architecture à l'Alba. Ensuite, vous avez complété votre parcours par un MBA à l'ESA. Comment percevez-vous aujourd'hui le dialogue entre architecture, art et la responsabilité de préserver un héritage tel que celui de la maison Tarazi? Alors, Une tâche pas très facile, hein? oui, au fait, le MBA s'est voulu naturellement après l'ALBA, Oui, juste pour élargir les horizons, en quelque sorte, parce que je voulais voir autre chose que l'architecture, ne pas être confiné à ce domaine, mais étant donné qu'il y avait une responsabilité de gérer une maison avec mon père et mon frère et ma sœur, donc j'ai préféré avoir un peu plus d'horizon au niveau du marketing, du droit et tout. oui, Et cela m'a permis aussi d'être un peu plus apte à être le chef d'orchestre entre les clients, les artisans, les différents domaines auxquels on est appelé à connaître dans cette maison par rapport à la clientèle, par rapport à tout ce qui est administratif, ainsi de suite. La maison Tarazi dépasse la notion d'un simple lieu. Elle est une mémoire incarnée de Beyrouth et de l'Orient, évidemment, pas juste Beyrouth ou du Liban, mais du monde arabe. Euh, Pouvez-vous nous raconter son histoire, les épreuves qu'elle a traversées et ce qu'elle représente pour vous, Camille Tarazi? Il faut dire qu'il y a eu aussi beaucoup de drames. Des drames, oui, c'est vrai, mais bon, pas trop méchant. Bon, il faut Ouais. être un peu plus relatif par rapport à ce qu'on vit dans ce monde de fou. Plutôt dans la maison Tarazi a commencé, si vous voulez, à la suite d'un exil de mon aïeul qui a quitté Damas durant les événements de 1860. Parce que eux, ils étaient originaires de Turquie, d'Urfa, et 2 générations se sont installées à Damas et ils avaient leur propre atelier de broderie. Mais bon, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Vers 1860, il y a eu ce massacre ou les événements de 1860 qui ont permis à ce que la famille soit exilée à Beyrouth. Et en étant à Beyrouth, mon aïeul a ouvert un commerce euh, en 1862. Puis il a été rejoint par son frère en 1868, André Tarazi, et tous les deux se sont associés jusqu'en 1894. Après, ils se sont séparés, chacun a ouvert sa propre boîte, que ce soit Dimitri Tarazi et Hmm. fils, et André Terzis et fils. Terzis, entre parenthèses, c'est le nom grec de Tarazi, parce qu'il revenait de Grèce. Ouais. Bon, pour la faire courte, Dimitri avait demandé à ses enfants de se relayer dans le commerce et surtout d'ouvrir des succursales, dont la première a ouvert à Jérusalem en 1895 et puis la seconde à Damas en 1899. Et puis après son décès, naturellement, ils ont ouvert au Caire en 1905. Donc, et puis plus tard à Alexandrie. Donc, les différents membres de la famille, donc les enfants de Dimitri Taradi, chacun allait dans leur succursale, puis gérer autant qu'ils pouvaient. Mon aïeul, mon arrière-grand-père, Georges Dimitri Taradi, s'occupait de la succursale de Damas. Et c'est comme ça mon grand-père est Ouais. né à Damas et avec son frère, ses 2 frères. Donc, il y a eu la faillite dans les années 20. Donc, mon arrière-grand-père, Georges Dimitri Taradi, a décidé de faire travailler ses enfants pour redorer le blason de la famille après que toute cette faillite-là qu'il y a eu à la suite de la Première Guerre mondiale, des mauvaises gestions et de la situation économique. Mon grand-père et son frère, Alfred, ont émigré vers Rabat pour travailler chez un oncle maternel.
Et de là-bas, de zéro, ils ont ouvert à Rabat, la première boutique, puis la seconde à Damas en 1936, et puis à Beyrouth en 1946. Donc, les deux frères sont restés solidaires jusqu'au bout, jusqu'en 87, date, malgré la guerre civile, malgré les Oui. menaces d'enlèvement, les différents soubresauts. 87, ils décident de se séparer pour plus de sécurité parce que chacun était dans la zone de Beyrouth, ouest et est. Oui. Et à partir de 88, c'est mon père qui prend le relais et je continue avec lui à partir de 99. Même si j'étais de temps en temps avec lui, mais bon, après la suite, à la fin de mes études à l'Alba en 2001, j'étais pleinement dans le domaine familial avec mon père. Et on a ouvert à Beyrouth en 2016, parce que notre boutique principale, actuelle, depuis 88, c'est à Bourmana. Et puis on a ouvert à Beyrouth 2016, 2020, l'explosion du port. Donc on revient à Bourmana où on est dans notre atelier, loin de tous les soubresauts. C'est toute une histoire, hein. C'est toute une histoire, que des tout un parcours. Quoi. Voilà, exactement, un peu long, mais c'est bon. J'aimerais parler un peu des cartes postales. Les cartes postales que votre famille a éditées il y a plus d'un siècle sont devenues aujourd'hui de véritables archives, n'est-ce pas? Alors oui, ça, les cartes postales, en famille, on n'en avait aucune. J'ai découvert ça grâce à Feu Fouad Debas, qui avait fait le livre Beyrouth, notre mémoire. Et je me rappelle bien, avec mon grand-père, je lui disais, mais c'est quoi, il y a Dimitri Tagazi, c'est qui celui-là? Et mon grand-père me disait, il faut penser au futur, pas au passé, et tout ça. Lui qui en a tellement vu. Et donc, je découvre par la suite que Dimitri était aussi éditeur de cartes postales, pas seulement de Beyrouth, mais aussi de Damas, de Jérusalem, donc des pays comme le Liban, la Syrie, la Palestine d'autrefois, et de Turquie et certaines parties de Rhodes qui étaient sous domination ottomane à une période. Bref, c'est en découvrant la collection de Fouad Debas à Paris que je me rends compte que mon aïeul a édité aux alentours de 1300 cartes postales différentes, avec son frère André Terzis. Et là, je me suis dit, il faut que je récupère tout ça autant que possible. Donc, j'ai fait tous les marchés aux puces de Londres, de Paris, comment ça s'appelle, d'Istanbul. Et j'ai pu amasser toute cette collection pour la recueillir et la rassembler dans ma propre collection. Et ça m'a permis, à travers cette recherche de cartes postales, de découvrir le pays qui était le Liban, par son patrimoine qui n'existait plus, qui n'existe plus plutôt, qui existe encore. Et certaines m'ont appris beaucoup de choses auxquelles que j'ai eu le plaisir de découvrir et de faire découvrir à d'autres personnes autour de moi. Votre ouvrage, Vitrine de l'Orient, retrace 150 ans d'histoire familiale. Au fil de ce travail, qu'est-ce qui vous a le plus profondément marqué ou, si on peut dire, ému? Au fait, c'est le fruit du hasard, en fait, qu'on se livre. Je sais pas pourquoi le hasard est omniprésent chez moi, mais bon, on est tous prédestinés à faire quelque chose auquel on n'est pas préparé. Mais c'est le fruit de 20 ans de recherche issus de la curiosité, déjà familiale, c'est-à-dire je faisais l'arbre généalogique de famille après le décès de mon grand-père en 95. Je me suis dit, bon, que je rencontre les doyens qui restent. Donc, j'ai découvert les photos d'albums chez eux, dans leur famille, ainsi de suite, des histoires farfelues, des histoires sérieuses, des histoires moins intéressantes. Mais j'ai réussi à assembler tout ça de côté. Et en parallèle, j'ai eu la découverte des cartes postales. C'était une autre partie. Et la troisième partie, c'était le patrimoine de la famille issu dans différentes maisons. Donc, j'ai voulu recueillir ces trois différentes catégories en un seul ouvrage. C'était un peu un défi. Et pour la petite histoire, je voulais faire sortir ce livre pour les 150 ans de la boîte en 2012, jusqu'au jour où quelqu'un m'avait dit c'est pas nécessaire d'être précis dans les dates. Vas-y, fais-le et sois parfait dans ce que tu peux faire. Donc, grâce à l'édition de la revue phénicienne de la famille Corme et Tania Inja, j'ai pu réussir à faire un ouvrage que je trouve assez beau. Surtout, c'était un travail de collaboration totale. Et la petite anecdote, c'est que ce livre est sorti presque 20 ans
après le décès de mon grand-père en octobre 2015. Donc, et c'était comme si je rendais un hommage à cette personne qui a été tant pour cette boîte. Et en même temps, ça permet de montrer comme quoi, même si les gens ne sont plus là, mais il y a quelques signes qui permettent de savoir qu'ils sont quelque part. Voilà, donc un drôle d'hommage que j'essaie de poursuivre et de transmettre aux nouvelles générations. En tout cas, un très bel hommage. Hein. Ah, merci. Camille, parlons un tout petit peu de notre mémoire collective, our collective memory, comme on dit en anglais. Il y a des endroits comme le Saint-Georges, les Caves du Roi, l'hôtel Phoenicia et aussi l'hôtel Alcazar, qui demeure un symbole fort dans l'imaginaire béroutin. Que représente-t-il pour vous, à la fois sur le plan personnel et historique? Alors, pour l'hôtel Alcazar, pour la faire un peu courte, quand mon grand-père et son frère sont rentrés du Maroc, ils avaient décidé de concevoir un hôtel à Beyrouth, comme ils en ont fait à Rabat et Casablanca. Oui. C'était une manière de montrer leur savoir-faire dans un style oriental, épuré, et qui s'adapte dans le style de l'imaginaire plutôt des touristes. Et donc, quand l'hôtel a été construit en 57, il a été inauguré en octobre 59, comme par hasard aussi en octobre, bref. En octobre 59 jusqu'en novembre 75, il a fermé ses portes. Donc, mon père avait fait ses études d'hôtellerie. Donc, j'avais plus de mon père, des histoires sur l'hôtel, parce que il était très impliqué là-dessus, beaucoup plus que dans Maison Tarazi. Et bon, quand l'hôtel a fermé, mon père a rejoint mon grand-père pour continuer Maison Tarazi. Et l'hôtel, en quelque sorte, a toujours meublé les conversations en famille, que ce soit mon père à travers ses amis, par rapport à ce qu'il a connu comme événements joyeux, même triste durant la guerre aussi. Donc ça a toujours hanté notre univers. Pour moi, en tant que souvenir d'enfance, je n'ai connu l'hôtel que quand il a été transformé en atelier. Donc c'était en quelle année? Donc là, je devais avoir en 78, entre 4 ans jusqu'à l'âge de 88, jusqu'à 13 ans. Donc j'ai vraiment connu l'hôtel. Ce n'était que le rez-de-chaussée que je connaissais et le premier étage. Rez-de-chaussée qui était la réception et le premier étage c'était la salle à manger. Mais les étages supérieurs c'était interdit. C'était muré parce que pour des raisons de sécurité et pour éviter de se perdre dans les dédales des couloirs et tout ça. Donc j'ai redécouvert l'hôtel grâce à l'Alba qui m'avait demandé de faire un projet de maquette. Il fallait choisir un bâtiment des années 60 et le faire en maquette pour l'été 96-97, je crois en 97. Et là, je prends les clés de l'hôtel, je suis assez adulte, majeur et vacciné, donc je parcours tous les étages pour la première fois de ma vie. Et donc, je redécouvre l'hôtel différemment, avec beaucoup plus de curiosité en tant qu'architecte, et en même temps, essayer de redécouvrir un peu ce que ça pouvait être à l'époque. C'était comme si c'était un Titanic qu'on essayait de renflouer et de voir. Bon, ça a duré 2 ans, 3 ans avant qu'on était contraint de le vendre en 99. Il est maintenant une banque, n'est-ce pas? Voilà, ça a été racheté par la HSBC, qui était la British Bank, notre locataire d'époque, qui, elle, avait aidé mon grand-père à financer la construction de l'hôtel. Et ils étaient toujours là en tant que locataires, même sous les bombes, même s'ils étaient fermés. Et par la suite, ils ont eu l'idée d'en faire un siège central. Donc, ils ont racheté l'hôtel de la famille. Peut-on dire que l'Alcazar a incarné une certaine idée de Beyrouth, une époque d'élégance, de dolce vita, d'effervescence culturelle, où des figures emblématiques comme par exemple Françoise Hardy et tant d'autres y ont laissé leur empreinte? Oui, alors... Ou c'était juste a family affair, une affaire de famille? C'était au tout début de 59 à 67.
c'était plutôt un hôtel qui a eu sa clientèle européenne. Donc, si on peut définir un peu ça, c'était une clientèle européenne issue de l'aristocratie Ouais. européenne, mais même des Américains de haut standing. Il y a même eu des films qui ont été tournés dans cet hôtel, 2 films quand même. Where the Spies Are avec David Niven et François d'Orléac, et 24 Hours to Kill avec Mickey Rooney et Qui était aussi filmé, si je ne m'abuse, aussi à l'hôtel Phoenicia. oui, il y a une partie qui a Il y a été une tournée à partie. l'hôtel Ouais. Phoenicia et donc, si vous voulez, l'hôtel Alcazar a été le témoin de tournage de films, dont mon père se rappelle celui de David Niven, Mm. avec même un mannequin qui a été jeté du balcon pour faire croire qu'il y a eu un meurtre et ainsi de suite. Donc des petits souvenirs, ceux-là, quand on les entend en tant qu'enfant, on imagine beaucoup de choses. Et quand on découvre le film à la télévision, on est encore plus fasciné parce qu'on revit un peu ces moments. Et en plus, l'hôtel a eu le privilège d'avoir la boîte de nuit Bobino, qui en 61, je pense, avait reçu le théâtre de 10 heures. Mm. Et donc, le théâtre de 10 heures, c'était un 13 avril qu'ils avaient fait ses premiers débuts à l'hôtel Alcazar. Et il y a eu d'autres événements aussi, des mariages auxquels mes parents se sont mariés dans cet hôtel, ma tante, des cousins à mon père. Et donc, ça a toujours été un lieu auquel on en parlait en famille, Mm. que ce soit pour les beaux moments, comme pour les mauvais moments durant la guerre, avec l'occupation par des milices, par des milices armées, ou des différents partis Mm. en quelque sorte, et aussi quand ça a été plus calme, où c'était le lieu où on pouvait faire le travail de maison Tarazi, donc les boiseries qui étaient expédiées dans les pays du Golfe, d'Arabie et tout ça. Et cette partie-là, moi, je me souviens personnellement, ce sont beaucoup plus les bruits du cuivre métallique Mm. sur l'enclume ou les odeurs de peinture, de térébenthine, les différents ouvriers de différentes confessions. C'était assez magique pour un enfant. Et puis après, j'allais me baigner au Saint-Georges pour retrouver ma mère qui était au Saint-Georges, un peu assez particulier, même si le Saint-Georges ne fonctionnait pas, mais c'était la Ouais. piscine qui était active. Bah, tous ces souvenirs, c'est beau, c'est nostalgique, mais en même temps écœurant, n'est-ce pas? Ah oui, Trop. il faut faire de tout pour faire un monde, en Ouais, quelque ouais. sorte. Mais bon, Parlons un peu d'architecture. Vous avez souvent évoqué l'influence déterminante de l'histoire familiale et notamment le projet de restauration de l'ambassade de France. En quoi cette expérience a-t-elle orienté votre parcours et votre vocation d'architecte? alors, c'est plutôt, j'ai fait l'architecture, mais sans connaître vraiment la résidence des Pins. Ce n'est que je suis entré à l'Alba en 93, 94, et 95, il y a eu un appel d'offres sur la résidence des Pins, donc je connaissais pas l'existence de la Oui. résidence des Pins, donc je découvrais ça à travers mon grand-père qui était encore vivant et qu'il avait fait ressortir un ancien contrat qu'il y avait entre Alfred Sursock et Gebran Dimitri Tarazi, qui est l'oncle de mon grand-père. Et quand j'ai vu cette facture-là, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Donc, je commençais à découvrir un peu les coulisses de la famille de manière plus sérieuse. Oui. Et bon, comme il nous a quittés en octobre 95, mon père a eu le projet en 96, à la suite de l'appel d'offres. Et donc là, j'ai rencontré les architectes du Quai d'Orsay, qui m'ont initié à connaître un peu plus sur la famille, un peu plus sur les archives qu'on pouvait avoir encore sur la porte de la résidence des Pins, qui est la fameuse porte monumentale devant laquelle il y a eu la déclaration du Grand Liban le 1er septembre 1920. Et les boiseries intérieures qui ont été complètement démontées durant la guerre, abîmées et tout. Donc en voyant tout ça, je me suis rendu compte que mon père faisait de tout pour faire renaître des cendres les boiseries qui étaient réalisées par la famille en 1916, qui ont été démontées par mon grand-père en 85
et que mon père devrait remettre en 96. Donc en voyant ça, je me suis rendu compte que franchement, il vaut mieux continuer ce parcours de famille, ne pas interrompre le processus dans la mesure du possible. Et ça, en étant encouragé par les différents architectes que je fréquentais à travers mon père, de manière ludique en quelque sorte. Et puis après, c'est devenu beaucoup plus technique, travail et professionnel. Vous avez également parlé de la relation privilégiée avec votre père, Michel, et de la confiance qu'il vous a accordée. Comment cette confiance vous a-t-elle permis d'affirmer votre identité tout en restant fidèle à l'héritage que vous portez? Alors là, c'est un peu plus intimiste, mais Oui. bon. Au fait, mon grand-père avait une forte personnalité. Donc, c'était une société un peu plus patriarcale. Donc, mon père n'avait pas vraiment la possibilité de faire ce qu'il voulait. Il fallait suivre le chemin tracé par le papa. Et même s'ils avaient des idées, que ce soit ses cousins, ils étaient aussi artistes. On peut citer Georges Taradi, qui était un artiste hors pair avec tout ce qu'il y avait comme luminaire, lambris, luminaire en cuivre. Le frère de son cousin aussi, Gebran Taradi, qui est devenu artiste peintre par la suite, qui avait un très grand savoir-faire dans le mélange des couleurs et tout ça. Et mon père avait l'œil assez alerte par rapport à toutes les choses anciennes, décoratives. Il avait toujours cette curiosité. Donc, si tu veux, ou si vous voulez, les trois jeunes de la quatrième génération avaient leur liberté de s'exprimer, mais ils n'avaient pas la liberté d'aller plus loin. Il y avait toujours leur père qui prenait les devants de tout. Et je pense qu'à travers ça, mon père a vu que c'était mieux de lâcher prise, comme lui n'a pas eu l'occasion de l'avoir à travers son père, mais de le faire avec moi. Et tout naturellement, c'est devenu une collaboration beaucoup plus amicale que père et fils, et ainsi de suite. Et ça a permis de faciliter cette relation, même avec ma sœur, comme mon frère aussi, même s'ils sont pas impliqués totalement, ma sœur beaucoup plus que mon frère. Mais on a cette facilité de communiquer nos idées, parfois de s'encourager, parfois de changer de direction et tout ça. Et ça dans la bonne dans la bonne entente, dans le plaisir et surtout de vouloir avancer. Camille, vous êtes le témoin d'une ville qui s'est transformée à travers les générations. Comment décririez-vous la scène culturelle beyroutine aujourd'hui? Eh ben, Beyrouth, Ça a beaucoup changé, évidemment. Oui, exactement. Alors, j'ai toujours dit que Beyrouth déroute. Donc, déroute dans tout. Au niveau architecture, au niveau culturel, au niveau... Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans Beyrouth, c'est que elle déroute à chaque quartier. Là où on va, on découvre des choses auxquelles on s'y attend le moins. Que ce soit le quartier de... Ras El Naba ou le quartier de Badar ou le quartier de Ashrafieh ou de Hamra ou de Raouché, il y a toujours des pépites qu'on découvre et c'est ça qui donne un plaisir encore pour ceux qui ont la curiosité de découvrir la ville, de voir ce qui reste encore. C'est vrai qu'il y a 10 ans, 20 ans, on voyait beaucoup plus de choses, on était plus intéressés à découvrir des choses, à partager. Là, de moins en moins. Mais bon, on espère toujours garder quelque chose pour les nouvelles générations ou les générations à venir, de ce qui reste encore de ce pays ou de cette ville plutôt. Ouais. Malgré les épreuves, qu'est-ce qu'il vous lie encore et toujours à cette ville? Eh ben, alors là, malgré les épreuves, il y en a tellement. Alors, heureusement qu'il y a le côté humain qui est toujours là, qui est toujours prédominant, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les amis auxquels on est assez attaché, et surtout certains lieux emblématiques qui sont encore là, qui permettent de relier un peu le passé, le présent et l'avenir, que ce soit des lieux qui
pour le moment, restent immuables, que ce soit des quartiers, que ce soit des lieux comme, je pense, même si c'est très éphémère de le dire, mais la grotte aux pigeons ou le quartier sur Sauque avec les musées Nicolas sur Sauque ou le palais sur Sauque Cochrane ou même Raucher avec quelques bâtiments phares qu'il faut les préserver, tout ça. Je pense que c'est ça qui est important de mettre en valeur. Quelle est votre vision pour l'avenir de la maison Tarazi? Oula, la vision. Essayer de s'adapter autant que possible dans le temps, de s'adapter aussi par rapport à la demande et la curiosité du public, que ce soit les architectes, les clients, et toujours se renouveler, toujours faire plaisir, et surtout traverser le temps, comme certaines œuvres ont traversé le temps dans ma famille aussi. Lorsque vous entendez le mot Beyrouth, quelle est la première image qui s'impose à vous, autre que la maison Tarazi, évidemment? Beyrouth, la première image, c'est la relation entre la mer et la ville. Ça, on le ressent beaucoup plus du côté de Ain Mreissé que du côté d'Achrafiyeh, malheureusement. Mais je pense que Beyrouth, c'est une ville qui, surtout quand on est du côté de Ain Mreissé, chose que j'ai pu faire il y a 2 jours, c'est de se diriger vers l'est et de voir la baie de Saint-Georges ou de l'hôtel, de la baie de Minat El Hassan, qui n'existe plus, avec la montagne enneigée et un peu ce panorama que nos ancêtres ont pu voir ou découvrir, surtout que ce soit pour les touristes qui venaient découvrir le Liban, comme pour ceux qui se promenaient du côté de la Corniche, voir un peu un résumé du Liban à travers Beyrouth. Parlons un tout petit peu patrimoine. Oui. Quel regard souhaiteriez-vous voir les nouvelles générations porter sur le patrimoine et la mémoire de Beyrouth? Beyrouth sans patrimoine n'est plus Beyrouth. En fin de compte, Beyrouth est composé de millefeuilles de civilisations, que ce soit grecque, romaine, phénicienne, ottomane, mandataire et même des années 50. Et ça, je pense qu'il faut les garder et les respecter pour qu'on puisse avoir de nouveaux millefeuilles d'avenir et en même temps permettre aux gens de comprendre comment la ville n'est pas issue d'une civilisation, mais de plusieurs civilisations. Et c'est ça qui fait la richesse de cette ville, à mon avis, qu'il faudra préserver. Et surtout, l'âme du Beyroutain aussi, qui soit le plus apte à recevoir les différentes cultures et les partager à sa manière aux nouvelles générations. Et pour clôturer, Camille, que souhaitez-vous au fond voir survivre de Beyrouth? Voir survivre de Beyrouth, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'âme de Beyrouth, mais en fait, l'âme de Beyrouth... Elle a toujours une âme? Elle a toujours une âme, mais à travers quoi? À travers des souvenirs qui nous sont propres, c'est-à-dire se promener dans une ville, dans certains quartiers, où on peut apercevoir des jardins, comme Beyrouth était décrite par mes grands-parents, par mon père et ma tante et tout ça, qu'ils ont connu Beyrouth, qui était en plein apogée d'urbanisme, mais qu'il y avait des havres de paix dans Achrafiyeh ou dans Zaha al-Blat avec les... Ça te fait de la peine de voir ces belles demeures à Zaha al-Blat, par exemple, ou dans d'autres régions de Beyrouth, qui sont comme ça délaissées ou dans un état lamentable? Ça fait de la peine, effectivement, mais en même temps, c'est mieux qu'il soit ainsi que détruit. Ouais. Je pense tout simplement à la maison de mon aïeul qui subsiste encore toujours à la rue Abdel Wahab. Depuis les années 60, il n'y a pas eu de destruction de ce bâtiment qui est complètement délabré, sans toiture et tout ça. Et en même temps, j'ai eu la chance d'amener mes neveux sur place il y a 2 à 3 ans. Et ils ont laissé travailler leur imaginaire
à travers ce qui restait Mm. et essayer d'imaginer comment pouvait être la maison. Et eux-mêmes, ils ont redessiné la maison à leur manière. Donc parfois, des maisons abandonnées permettent aux gens d'imaginer ce que ça pouvait être. C'est mieux que d'avoir un terrain de parking, c'est mieux d'avoir comme le centre-ville que Ouais. j'appelle le centre vide, parce que je ne vois rien du tout qui rappelle cette place Le des Beyrouth. canons Ouais. où il y avait le poste de police, où il y avait. Ça aurait été mieux de garder des façades de bâtiments, même s'ils sont vides à l'arrière, mais c'est juste essayer de s'approprier l'espace, ou plutôt approprier la transmission d'une mémoire collective qui malheureusement a été table rase au niveau je parle Malheureusement. de la plate des canons. Ouais. Camille Tarazi, merci beaucoup. Merci à toi et bonne continuation. Merci.